Merci de m'avoir invité à présenter cette étude qui s'intéresse aux biomarqueurs cliniques et sanguins chez les patients atteints d'ataxie spinocérébelleuse de type 1 et 3 à un stade un peu précoce de la maladie. Et c'est les résultats de l'analyse transversale de l'étude REDISCA. Ces données ont été publiées il y a à peu près un an dans Neurology. En préambule déjà, qu'est-ce que c'est que les ataxies spinocérébelleuses? On va passer de quelque chose de très fréquent avec le diabète et la NASH à quelque chose de ultra rare, puisqu'on est sur des maladies génétiques qui sont peu fréquentes. Et les ataxies spinocérébelleuses, ça regroupe un ensemble d'à peu près 40 formes génétiques différentes de maladies. Et nous, on va s'intéresser à deux de ces formes qui sont parmi les plus fréquentes, qui sont le SCA1 et le SCA3, qui sont caractérisées par une anomalie génétique sur deux gènes différents, les gènes qui codent pour les protéines ataxine 1 et ataxine 3, donc c'est des gènes particuliers. Donc c'est deux maladies qui sont proches parce qu'elles ont en commun d'avoir un symptôme qui est l'ataxie, mais qui sont dues à des gènes différents. Ces maladies, donc la forme génétique, elle est due à une expansion d'une partie du gène qui est à des tailles normales chez les individus normaux et qui, dans certaines situations, vont être plus longs. Donc le gène va être plus long que chez quelqu'un d'autre. Plus il est long, plus la maladie va commencer tôt, et la maladie va commencer au-delà d'un certain seuil, donc en dessous d'un seuil qui est caractéristique pour chacune des formes de maladie. Par exemple, SCA1, c'est un seuil d'à peu près 40. Au-dessous de 40, vous ne développez pas la maladie. Au-delà, plus le nombre de répétitions est long, plus la maladie va commencer tôt. Et on va en reparler vers la fin de ma présentation, mais le nombre de répétitions, à partir du nombre de répétitions, on peut prédire, c'est ce que illustrent un petit peu ces graphiques, l'âge de début supposé des personnes, et du coup on peut calculer le temps qui lui reste avant le début de la maladie. Donc c'est des indicateurs qu'on peut utiliser dans le cadre de la recherche pour savoir si les patients sont plus ou moins loin du début. L'autre chose que je vais vous dire en préambule de l'étude, c'est que pour évaluer la sévérité de l'ataxie, on utilise une échelle qui s'appelle l'échelle SARA, qui va de 0 à 40. 0, c'est sujets normaux, et 40, quelqu'un de très, très sévèrement atteint. Et on considère qu'un patient est pré-manifeste, pré-ataxique, ou qu'il est normal d'une façon cliniquement, quand il a un SARA inférieur à 3. Donc ça, c'est la maladie. Qu'est-ce qu'on savait au moment où on a répondu à l'appel d'offres et démarré l'étude? On avait des résultats d'évolution de patients sur l'échelle SARA, d'une part chez les patients qui avaient une forme clinique de la maladie, donc c'est les deux graphiques à gauche, où on voit l'évolution au cours du temps à partir de l'inclusion, donc les patients SCA1 en haut et SCA3 en bas, qui évoluent, et donc on avait été capable de montrer l'évolution, la progression de ces patients. Donc, en disant les patients SCA1 progressent en moyenne de 2 points par an, alors que les SCA3 progressent en moyenne de 1 point par an. Okay. Ensuite, on a fait une deuxième étude qui a inclus des patients qui étaient porteurs d'une expansion du gène, mais qui n'avaient pas encore développé la maladie. Donc, qui était une phase pré-ataxique de la maladie, et où on a pu, pareil, regarder l'évolution de l'échelle SARA et voir qu'au bout d'un moment, donc au départ, ils ont une valeur de SARA qui est à 0, et puis au cours de la maladie, ils évoluent, et on revoit ce que je disais tout à l'heure, les SCA1 évoluent plutôt plus vite que les SCA3. Donc ça, c'est sur l'expression qui est caractéristique de la maladie, qui est l'ataxie. Mais on peut se dire qu'avant que la maladie s'exprime avec ce symptôme clinique, il peut y avoir des signes précurseurs qui pourraient être détectés, et ça notamment si on pense à de futurs essais thérapeutiques qui seraient
où le traitement serait administré à une phase très précoce de la maladie, avant même que les patients soient très atteints. Et donc pour cela, on a monté une échelle internationale qui s'appelle donc REDISCA, qui est une étude qui était multicentrique, internationale, avec on va dire 3 grands pôles. Il y avait 18 centres aux États-Unis. Le financement de cette étude était un financement par le NIH, donc par l'équivalent de l'ANR aux États-Unis, le ministère américain, et puis 2 centres en France, un centre à Paris, donc avec une promotion de l'étude par la PHP, et puis un centre en Allemagne, à Bonn. Et le recrutement des patients, donc on s'est centré sur les 2 formes de SCA que je vous ai dit, SCA1 et SCA3 pour ne pas se disperser. Les recrutements ont eu lieu entre 2018 et 2020 avec 5 groupes de patients qui ont été inclus, ou 5 groupes de personnes. Tout d'abord des patients qui étaient à une phase précoce de la maladie avec, vous voyez, l'avant-dernière colonne, un SARA à l'inclusion entre 3 et un peu moins de 10. Donc c'est des formes déjà symptomatiques, mais avec des patients qui pouvaient marcher, même s'ils avaient des petits troubles à la marche, mais qui étaient encore capables de marcher sans aide, sans canne ou sans autres aides pour marcher. Un groupe de patients dont on savait qu'ils étaient porteurs de la mutation, enfin de l'expansion génétique, mais qui avaient encore un score SARA inférieur à 3. Et puis des patients, plus exactement des sujets apparentés d'un patient, et donc dont on et s'ils sont apparentés comme là avec, au premier degré, ils ont une chance sur 2 ou un risque sur 2 d'être atteints et d'être porteurs de l'anomalie génétique. Chez ces sujets, pardon, on a fait un test génétique et on a pu les reclasser ensuite en préataxiques ou en témoins, pour avoir un groupe de témoins, pour comparer les évolutions chez des non porteurs d'altérations génétiques. On a complété avec quelques sujets témoins en plus, pour avoir un groupe de témoins suffisant, et puis on a pris quelques sujets pour lesquels on avait des données historiques d'évolution et qui avaient eu des scores SARA inférieurs à 10. Donc ça, c'est les différents centres, et voilà comment se sont répartis les patients. Donc on a eu au total 155 patients recrutés aux États-Unis, 25 en France et 20 en Allemagne. Je vous rappelle que c'est des maladies relativement rares et qu'on était très contents d'avoir ces effectifs-là, hein, donc à peu près 200 patients. Et il y avait 12 témoins, 40 sujets à risque qui se sont répartis en fait, comme je vous ai dit précédemment, entre les témoins et les sujets préataxiques, des préataxiques, des early stage et des previously early stage qu'on a poolés, et donc ça nous fait 3 groupes au total, 111 patients ataxiques répartis entre les SCA1 et les SCA3, 50 préataxiques, pareil, répartis, et puis des témoins. Les témoins étant communs pour à la fois les SCA1 et les SCA2 et les SCA3, puisque ils sont invariants. On attendait dès le départ à avoir plus de SCA3 que de SCA1, puisque c'est une forme génétique un peu plus fréquente. On a pu comparer les caractéristiques à l'inclusion entre les 3 pays, puisqu'il y avait une idée que ça pourrait être des recrutements différents, et on voit que globalement les principales caractéristiques sont similaires entre les 3 pays. Donc un âge à l'inclusion autour de 40 ans, un âge de début pour ceux qui ont déjà commencé un peu plus jeune, entre 36 et 40 ans. C'est en gros à peu près autant d'hommes que de femmes, des mutations génétiques qui sont du même ordre, enfin des expansions génétiques du même ordre, et une valeur de SARA à l'inclusion à peu près similaire, autour de 5 dans les 3 pays. Là-dessus, quels ont été les résultats? Alors, on s'intéressait aux symptômes qui arrivent avant
le SARA et qui sont, on va dire, déjà à des stades, débutants de la maladie. Et on s'est intéressé à un inventaire qui s'appelle, l'INAS, qui est un inventaire de signes neurologiques en dehors de l'ataxie elle-même. Donc ça compte le nombre d'items que l'on peut avoir et on peut avoir au maximum 16 symptômes. En pratique, aucun patient ne peut jamais avoir 16 symptômes, c'est beaucoup, ça serait mélanger beaucoup de choses. Mais voilà, c'est que 0, il n'y a pas d'autres symptômes associés et puis 16, ce serait le maximum théorique possible. Et puis en dessous, c'est le détail d'un certain nombre d'items que l'on a retenus et pour lesquels il y a des choses intéressantes à dire. On voit déjà que, les préataxiques et ont déjà des signes, heu, de petits signes, comme les ataxiques et en médiane, ils en ont autant, c'est-à-dire 2 dans les 2 groupes. Et par contre, on a regardé quels étaient ces signes ataxiques et on voit que, à la fois les patients préataxiques et ataxiques ont des symptômes qui, relèvent de l'altération du motoneurone supérieur avec, essentiellement une hyperréflexie. Comme, c'est, mentionné dans le graphique en dessous, hein, vous avez, la moitié des patients préataxiques qui ont déjà, même plus que la moitié, hein, presque 60 des patients qui ont déjà une altération et à peu près autant au stade ataxique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez précoce dans l'évolution de cette maladie. Alors que les atteintes du motoneurone inférieur, il y en a beaucoup moins déjà et encore moins au stade préataxique. L'autre caractéristique qui va nous intéresser, en fait, on a fait un pendant entre les 1 et les 3. Vous allez le voir, sur la diapositive d'après. On a regardé l'altération de la sensibilité et c'est mesuré, au niveau de la cheville, avec un diapason. On regarde si, le patient ressent les vibrations du diapason. Normalement, il devrait et s'il ne sent plus ces altérations, c'est qu'il y a une altération, sensitive. Et du coup, on voit que les patients, SCA1, au stade préataxique, ont, peu d'altérations. Ils en ont déjà un petit peu, mais ils en ont peu, alors qu'au stade ataxique, ils en ont beaucoup plus. Et la dernière chose, c'est, des atteintes oculaires avec des diplopies qui sont relativement, peu fréquentes chez les patients, SCA1. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des signes présents. Et si on regarde les patients SCA3, on va avoir un profil relativement différent avec une hyperréflexie qui est présente aussi, mais plutôt un peu moins et qui est moins présente à l'état, préataxique. Mais par contre, une atteinte du motoneurone inférieur qui va être plus fréquente avec, des fasciculations ou des atrophies des muscles. On retrouve, une altération de la vibration et qui, elle, est déjà présente au stade, préataxique chez les patients SCA3 et puis une diplopie qui est, beaucoup plus présente, hein, avec, donc qui est un marqueur, de l'état, donc on va mais qui pardon, la diplopie est présente chez les préataxiques, mais elle augmente ensuite, quand on passe à l'état, ataxique. Donc un profil un peu différent, hein, où, chez les patients SCA1, essentiellement une hyperréflexie, puis secondairement une altération des sensations et chez les patients, SCA3, moins d'hyperréflexie, une, altération de la sensitive qui est plus fréquente et plus précoce et pareil pour la diplopie qui est beaucoup plus fréquente. Par ailleurs, dans le tableau, on voit qu'il y a quelques autres altérations avec, par exemple, une dysphagie qui est présente chez beaucoup de patients, SCA1 et un peu moins SCA2, mais qui est relativement présente et par contre des, troubles urinaires très fréquents, chez les patients, SCA3 ainsi que des crampes. Ça, c'est pour les marqueurs, on va dire, cliniques. Dans le titre, il y avait, la notion de biomarqueur et du coup, pour l'instant, on a étudié un seul biomarqueur qui est le NFL. Les NFL, c'est
des marqueurs de la dégradation neuronale. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup tout le champ des maladies neurodégénératives. On s'aperçoit que ces NFL sont augmentés du moment qu'il y a un processus neurologique de dégradation. Et du coup, on a regardé chez nos patients ce que ça donnait et on voit bien que quand ils avancent dans la sévérité de la maladie, donc en passant de l'état à l'état pré-ataxique puis ataxique, ces NFL augmentent progressivement. On a montré qu'ils étaient corrélés au score clinique. Donc, je vous ai parlé du SARA, mais le CCFS en est un aussi. Et donc, ils sont corrélés au nombre de symptômes non ataxiques présents avec l'INAS et au temps qui reste avant le début de la maladie. Et c'est aussi corrélé à la présence de certains signes. Donc je vous ai montré tout à l'heure le graphique avec les 3 symptômes qui nous ont intéressés, la diplopie, les troubles de la sensation à la vibration et l'hyperréflexie. Et les NFL sont augmentés chez les SCA1 en cas d'altération de la sensibilité et chez les SCA3 en cas d'altération de la diplopie. Voilà. Dernière chose auquel on s'est intéressé, ou en tout cas dans cet article-là, c'est est-ce que le temps estimé avant le début de la maladie, donc le moment où ils sont vraiment dans la maladie, sans catégoriser les patients entre pré-ataxiques et ataxiques, mais vraiment en termes de à quel point ils sont proches du début de la maladie. Est-ce que c'est corrélé au score clinique que l'on avait par ailleurs? Et globalement, on a montré que c'était très corrélé au score clinique, corrélé à l'atteinte de la cognition chez ces patients. C'est des patients qui ont très peu d'atteintes, des atteintes cognitives relativement fines, mais on voit qu'il y a une corrélation. C'est un score qui décroît avec la sévérité. Ce n'est pas corrélé à l'état de dépression et de fatigue de ces patients-là et c'est corrélé à la capacité à avoir des activités dans la vie quotidienne et dans une moindre mesure à la qualité de vie. En tout cas, c'était significatif que chez les patients SCA3. L'autre point, c'est qu'on peut estimer le temps qui restait avant le début de la maladie chez notre groupe de patients préataxiques et on était 6 ans avant pour SCA1 et 2 ans avant pour SCA2. Voilà, donc en résumé un petit peu, on a pu montrer que chez ces patients préataxiques, il y avait déjà des signes. C'était des signes de l'atteinte corticospinale et avec une atteinte de la colonne postérieure avec des troubles sensitifs chez les SCA3, qu'on était à peu près entre 6 et 2 ans avant le début de la maladie, selon qu'on a des SCA1 ou des SCA3, et que les NFL sont, élevés, pardon, même avant le stade de maladie active. Ces résultats permettraient de mieux sélectionner les patients pour de futurs essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques, l'idée, c'est d'inclure des patients à des stades très précoces sans attendre qu'il y ait une neurodégénération trop avancée et ça permettrait de trouver ces patients-là s'ils ont déjà, ces, symptômes. Heu Dans la même étude, mais je ne vous présente pas les résultats aujourd'hui, ça aurait été trop long. On a aussi fait une recherche d'anomalies à l'imagerie chez ces patients-là et il y a des petits résultats qui commencent à être montrés. On a fait un article qui est publié sur les données de baseline d'inclusion. Et puis surtout, ce serait intéressant de suivre ces marqueurs-là dans le temps et ces résultats sont en cours d'analyse et c'était trop tôt pour vous les montrer aujourd'hui. Voilà et donc ce travail a pu être mené grâce à beaucoup de monde. Les investigateurs principaux, donc le coordinateur de l'étude est Tetsuo Ashizawa qui est à Houston aux États-Unis et à Paris, c'est Alexandra Dur qui, était, référent sur l'équipe de la Pitié-Salpêtrière et donc comme je vous ai dit, c'était une étude qui était promue, à PHP, pour la partie française et avec donc une publication, si vous voulez tout savoir sur les résultats, dans Neurology il y a 1 an. Voilà et je remercie aussi le statisticien qui a fait les analyses, Émilien Petit. Voilà et je suis prête pour les questions. Merci beaucoup, docteur.
Bah, écoutez, dans tous les cas, ces 2 interventions seront comme, les 8 précédentes disponibles en replay très prochainement, et du coup, on vous fera repasser le lien de tous les liens vidéo, des derniers épisodes des webinaires et la nouveauté, c'est qu'on les met aussi, à disposition sur la chaîne YouTube de la PHP, donc elles seront plus largement, visionnables par un public, extérieur à la PHP également. Merci Merci. beaucoup de nouveau. Merci à vous. Au Au revoir. revoir, à bientôt.